Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, je suis actuellement à 140 jours de mon procès intenté par Stéphane Edouard pour injure publique. Et aujourd'hui, on va parler d'une personne qui est intervenue dans une vidéoscopie de Stéphane Edouard. C'est Thaïs Descuffon. On a déjà parlé plusieurs fois, mais Thaïs Descuffon, jusque-là, on était 2 ou 3 un petit peu dans notre coin à débunker les imprécisions qu'elle pouvait raconter dans ses vidéos. Et puis là, maintenant, il commence à y avoir des trucs qui sortent intéressants. Trucs assez intéressants. Ici, vous avez un article de France Info qui dit ocytocine, les femmes qui multiplient les partenaires sexuels, bien sûr, sont-elles moins aptes à s'attacher durablement à un homme, comme l'affirme Thaïs Descuffon sur TikTok. Alors je sais, j'arrête pas de dire que je vais finir par y aller sur TikTok pour militer, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de rajouter un réseau social. Selon l'influenceuse d'extrême droite, plus une femme a multiplié les expériences, moins elle produit d'ocytocine. Ils sont magnifiques, les biologistes qui s'inventent biologistes sont magnifiques. L'ocytocine, c'est l'hormone qui renforce l'empathie dans un couple, l'attachement aussi avec l'enfant, tout ça. En réalité, il n'y a aucun lien avéré, répondent les scientifiques interrogés. Moi, je commence à en avoir marre à chaque fois que je débunk les trucs de Thaïs, que tout le monde vient de me voir en me disant « Toi, tu dis n'importe quoi, t'y connais rien du tout ». Bon voilà, maintenant il y a des gens plus sérieux que moi qui s'attaquent un petit peu à ça, qui utilisent les mêmes arguments que moi, avec les mêmes sources que moi, mais c'est peut-être, je sais pas, peut-être une autorité nécessaire pour que certaines personnes réalisent que parfois on leur raconte des cracks sur Internet. Non, tout n'est pas vrai sur Internet, Antoine. Antoine Daniel nous aurait-il menti? Tout ce qui est sur Internet est vrai. C'est quoi ton body count? Sur TikTok, des vidéos dans lesquelles des jeunes femmes sont interrogées sur leur body count, c'est-à-dire leur nombre de partenaires sexuels, ont été visionnées plusieurs millions de fois. Elles suscitent de nombreuses interrogations et réactions. Quel est le nombre idéal? Faut-il demander celui de son partenaire? Doit-on mentir sur son body count? Une brèche dans laquelle les théories réactionnaires, comme l'a montré France Inter fin mai, n'ont pas manqué de s'engouffrer, et ce alors que TikTok échoue à protéger ses jeunes utilisateurs de la désinformation. C'est pas tant qu'ils sont réactionnaires, c'est que c'est masculiniste. Dans une vidéo publiée le 12 mai, l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire Thaïs Descuffon, sacré CV, sacré CV, parce que vous êtes les premiers à critiquer Thaïs Descuffon, mais vous n'avez pas été porte-parole de Génération Identitaire. Honte à vous. Donc elle s'est emparée de la question en argumentant que les femmes ne devraient pas multiplier les relations. Nous ça va, nous le mec, l'ocytocine, nous on a juste besoin de la testostérone, On est composé de toute façon que de testostérone, aucune autre hormone, c'est bien connu. Plus une femme d'après elle a multiplié les expériences, moins elle produit d'ocytocine et moins elle est apte à s'attacher durablement à un homme, c'est ce qu'elle avance, une fille de 23 ans. Staying alive. Qu'est-ce que le body count? Pourquoi tu dois y prêter attention dans ton choix de partenaire? Et pourquoi ça a des conséquences différentes chez les hommes et chez les femmes? Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le body count? Littéralement, ça veut dire le décompte des corps. Ça veut dire donc le Bravo, effectivement c'est bien ça ce que ça fait dire. nombre d'hommes ou de femmes avec qui un individu a déjà eu un rapport. Selon le féminisme, une femme est un homme comme les autres. Elle est libre de... Selon le féminisme, une femme est un homme comme les autres. Elle a rien compris à Simone de Beauvoir. C'est une catastrophe. Elle a rien compris au slogan du MLF. Ils prennent ça au pied de la lettre. C'était un slogan qui était important. Ce slogan-là, il voulait dire que les femmes devaient avoir les mêmes droits que les hommes. C'est pas un slogan qui dit les femmes et les hommes, c'est tout pareil. jouir sans entrave, et notamment d'adopter le comportement amoureux d'un homme en multipliant Jouir sans entrave, bon, d'accord. Adopter le comportement d'un homme, non, ça veut simplement dire ne pas subir une pression du regard masculin qui ne serait que sur les femmes. Qu'on considère que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, et donc les mêmes droits, à multiplier les partenaires si c'est ce que certaines femmes ont envie de faire. les partenaires sans lendemain. Mais surtout, elle ne doit pas se faire juger pour cela. Et oui, puisque le slut-shaming, c'est-à-dire la critique des filles faciles, est banni. Non. La critique des comportements qui ne sont pas considérés comme, normatifs. Pas la critique des filles faciles. Dans ce cas-là, il y a déjà... vous pouvez pas dire le slut-shaming, c'est le shaming des salopes. Parce que, en fait, c'est déjà du slut-shaming. Donc c'est pas le slut-shaming, c'est ne pas juger les comportements des filles faciles. C'est juste ne pas juger les comportements sexuels des gens. Il y a encore un jugement de valeur, Thaïs, dans la définition que t'en donnes.
La femme est libre de faire ce qu'elle veut, mon corps, mon choix, bref, c'est une femme moderne et émancipée. Or, nous allons voir comme les femmes sont toujours rattrapées par leur biologie. On nous dit que l'un et l'autre pourraient adopter les mêmes comportements sexuels et amoureux sans réfléchir davantage. Oh, ouais, la censure est sexuelle pour garder les monétisations sur TikTok. Moi, j'ai pas une seule vidéo, je crois que je dois en avoir 2 sur les 300 actuellement en ligne, sur les 250 en ligne maintenant, où la monétisation fonctionne vraiment, parce que sinon, comme dans toutes les vidéos où on parle des rapports hommes-femmes, on parle de sexualité, etc., à chaque fois, YouTube me dit « Ouh, c'est quand même pas très très safe ça, hein. Donc on va diminuer par 2 les revenus publicitaires. Hein. » Aux conséquences. Mais lorsqu'une femme a un rapport intime avec un homme, elle libère une grande quantité d'ocytocine, aussi appelée l'hormone de l'amour. Ce n'est pas le cas chez les hommes. L'ocytocine, ouais, hormone de l'amour, hein. Bon. C'est l'hormone qui est responsable de l'instinct maternel ou encore du fait qu'un homme puisse trouver sa partenaire plus belle. Attachement peut-être, plus que l'instinct maternel, Thaïs, soyons précis. Que toutes les autres femmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien qu'une femme est profondément impactée psychologiquement par les rapports qu'elle a au cours de sa vie. Profondément impactée psychologiquement alors que tu viens de dire que c'était une réaction hormonale. Bon, vous voyez un petit peu la confusion un petit peu partout. L'influenceuse d'extrême droite, oulala, moi je suis assigné pour avoir dit moins que ça, hein, conclut sa vidéo avec un conseil à celle qui la regarde. Écoutez vos besoins biologiques, hein. Écoutez bien vos besoins mitochondriaux, les gens, d'accord ? Écoutez bien les besoins du réticulum endoplasmique granuleux. Écoutez bien le besoin de votre appareil de Golgi. Écoutez bien les besoins de votre membrane lipidique. Écoutez vos besoins biologiques. Ayez conscience de votre valeur. Ne vous dépréciez pas. C'est mon conseil, ça. De quoi alimenter le discours misogyne d'une sexualité hors mariage systématiquement dégradante pour les femmes. Thaïs Descuffon a en revanche un seul conseil pour les hommes. Lorsque vous rencontrez une fille qui vous intéresse, renseignez-vous sur son passé et prêtez attention à son body count. Faut qu'on fasse une expérience sociale. Il faut qu'on fasse un truc tout de suite. Appelez la tronche en biais. Ils vont nous mettre en place un bon protocole. Vous prenez 50 mecs qui sortent d'une formation Red Pill. Vous les mettez en speed dating. 50 mecs qui n'ont jamais entendu parler de ces bêtises-là. Et on voit juste un petit peu ce qui se passe. Parce que si les 50 qui sortent des Red Pill en speed dating de 2 minutes, la première des choses qu'ils demandent, c'est excuse-moi, mais t'as couché avec combien de mecs dans ta vie, hein ? Je veux connaître ton body count. À mon avis, le ratio sera plutôt en notre faveur. Il faut qu'on organise ça. Selon l'influenceuse, ce double standard n'est pas le fruit d'une culture sexiste, mais plutôt la conséquence d'une différence biologique. Il la cite. Lorsqu'une femme a un rapport intime avec un homme, elle libère une grande quantité d'ocytocine. Mais ce n'est pas le cas chez les hommes. Fin de citation. Elle dit ça en s'appuyant sur un schéma dont la source n'est pas mentionnée, on a l'habitude avec eux. L'ensemble de son argumentaire est faux, répondent les scientifiques interrogés. D'une part, la production d'ocytocine n'est pas réservée aux femmes. Merci, hein, il y a quelqu'un qui m'avait quand même repris quand j'avais dit ça dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, hein, en disant qu'il connaît rien. Oui, d'accord, je ne suis pas ocytonologue, ça, je ne peux pas vous le cacher. Ça n'est pas ma profession d'étudier l'ocytocine, mais je sais rechercher des sources qui parlent de ce qui se passe quand 2 personnes ont un rapport, quoi. C'est un professeur de chimie organique. Le schéma sur lequel s'appuie l'influenceuse est complètement fantaisiste, il ne repose sur aucune donnée scientifique, estime-t-il. Les hommes libèrent aussi de l'ocytocine, même s'il y a plus de récepteurs chez les femmes. Dans un couple, lors de la passion des premiers mois, c'est la dopamine qui domine, explique en outre le scientifique auteur de La chimie des sentiments. L'ocytocine vient ensuite prendre le relais et installe une relation d'attachement plus durable qui s'entretient en partageant des moments de tendresse. Par exemple, lors d'un rapport sexuel épanouissant, l'ocytocine va monter dans les cerveaux des 2 partenaires et va renforcer l'empathie de l'un pour l'autre, explique Marcel Ibert, auteur du livre « Ocytocine, mon amour ». C'était également le cas lors de contacts corporels. Il me semble que c'est contacts corporels longs, pas les trucs brefs, pas juste une tape sur l'épaule, quoi. Je sais plus où j'avais lu ça. La sécrétion d'ocytocine n'est d'ailleurs pas limitée au rapport sexuel, le phénomène est observé même dans les relations entre collègues lorsqu'on s'attache à quelqu'un. L'hormone joue un rôle important dans la conduite empathique, la confiance en l'autre, la réduction de l'agressivité, ainsi que la tendresse et l'attachement. Ben voilà, les incels, ils ont juste besoin d'un gros câlin. Encore plus étonnant, cette hormone est présente dans les urines des chiens et de leurs maîtres lorsque ceux-ci interagissent. On va s'attendrir pour les enfants et même les petits des autres espèces, explique Marcel Ibert. Si la molécule joue un rôle primordial lors de l'accouchement pour déclencher les contractions, elle n'est pas sécrétée que par les mères. Les pères qui participent aux soins de l'enfant ou qui sont présents lors de l'accouchement en libèrent aussi. L'ocytocine va participer à la création du lien entre parents et enfants. C'est une hormone clé dans le développement des liens maternels et paternels. Cette relation de tendresse est d'ailleurs indispensable pour que le cerveau du nouveau-né se développe normalement pendant les 3 premières années.
Pour autant, est-ce qu'il faut attendre le prince charmant pour ne pas se retrouver à court d'ocytocine, comme le préconise Thaïs Descuffon? C'est absolument aberrant. Il n'y a pas de stock épuisable d'ocytocine. Mais ces gens-là ne savent pas. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ils ne savent pas comment les hormones sont produites. Pour parler de ce genre de choses, de stock hormonal, il faut vraiment ne rien y comprendre. Ça n'a strictement aucun sens. Vous voyez, on ne parle pas de la même chose, on ne parlerait pas d'un stock d'ovocytes. Pour le coup, il y a un réel stock d'ovocytes, qui à la fin de pas de l'adolescence, mais de la puberté. Au début de la puberté, pardon. Pour le chimiste, Thèse Descuffon n'a pas une approche scientifique du sujet. Bon, comme vous y allez. Elle a picoré ça et là des résultats, elle les a amalgamés pour soutenir une idée préconçue. On a bien une ou deux publications qui portent sur une prédisposition génétique à la sécrétion d'ocytocine et qui explorent les hypothèses d'un lien avec la stabilité et la satisfaction en couple, mais la science ne va pas plus loin. Les études qu'il cite, et dont vous avez les liens ici, je vais vous le mettre en commentaire si vous voulez les lire, suggèrent un lien entre certaines variantes du gène du récepteur de l'ocytocine et les comportements sociaux associés à la formation du couple. L'une de ces deux études rapporte également une plus grande satisfaction conjugale parmi les sujets porteurs de ces gènes. Néanmoins, il ne faut pas en conclure que les gènes contrôlent tout. Pour soutenir son propos, Thaïs Descuffon a également recours à des graphiques, dont là encore elle ne mentionne pas la source. Pourquoi faire? Contactée par France Info, l'influenceuse n'a pas donné suite. Une recherche d'image inversée pour l'un des graphiques permet toutefois de constater qu'il provient d'une note de blog publiée par le site. Ah, je vous en avais parlé! Rappelez-vous, on l'avait fait! On l'avait fait ensemble, je m'étais demandé d'où ça venait, on avait fait la recherche inversée et on s'était aperçu que ça venait d'un blog. D'un blog qui s'appelait Renforcer le mariage et la vie de famille. Vous vous rappelez, on avait fait ça. Ah, c'est marrant qu'ils en parlent. Voilà, vous vous souvenez de ces trucs-là? On avait fait les trucs ensemble, je vous disais, je comprends pas d'où ça vient, et on l'avait fait, je crois que c'était en live, on avait fait la recherche inversée, puis on était tombé sur des blogs tout pétés. Bref. Dans la note de blog de l'IFS, les auteurs établissent une corrélation entre le nombre de partenaires et la probabilité de divorce lors du premier mariage. Les graphiques se basent sur les données qu'ils attribuent au National Survey of Family Growth, un sondage conduit par l'agence statistique du département de la santé et des services sociaux des États-Unis. Et vous vous rappelez, on avait lu une critique de ça, de personnes qui disaient mais oui, mais en fait, les milieux dans lesquels les femmes et les hommes vont être poussés à ne rechercher qu'un seul partenaire dans leur vie, souvent ce sont des milieux qui sont influencés par une culture religieuse très forte, et que c'est pas étonnant du coup de voir que ces personnes-là divorcent moins derrière, et donc c'est pas le fait qu'il n'y ait eu qu'un seul rapport qui font qu'ils divorcent moins, mais peut-être l'environnement socioculturel. Vous vous souvenez, on avait parlé de tout ça. Corrélation ne veut pas dire causalité, il y a des personnes qui aiment la stabilité et d'autres qui préfèrent avoir de multiples relations. Si on a une aversion au risque, on va avoir plus envie de rester en couple, on va moins multiplier les expériences et on aura également une proportion à divorcer. Une proportion moindre à divorcer. De plus, une vie réussie ne passe pas nécessairement par un mariage stable, comme rappelle l'expert. Très bien. Bon, voilà, très bien. Merci France Info d'avoir relayé ça, c'est chouette, hein, ça me rappelle un live que j'avais fait du coup il n'y a pas si longtemps que ça, je suis désolé, j'ai pas pu garder la vidéo pour les raisons que vous connaissez. On a dû la retirer de la chaîne, celle-là aussi. Mais là, normalement, celle-ci, elle est complètement safe. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite de prendre soin de vous, et puis on se retrouve demain matin. Salut!